Le 12 juin 2006, les immenses grilles en fer de Schiltigheim, en Alsace, se referment lourdement. Le rugissement des machines, qui résonnait depuis 266 ans sans interruption, se tait définitivement. D'un empire brassicole tout-puissant qui abreuvait autrefois la cour des rois de France, il ne reste aujourd'hui qu'un immense tombeau industriel de 3 hectares. Les 69 derniers ouvriers franchissent ses portes pour la dernière fois, les mains vides, abandonnant derrière eux des kilomètres de caves souterraines désormais plongées dans un silence glacial. Comment une dynastie invincible, ayant survécu à la Révolution française et à 2 guerres mondiales, a-t-elle pu s'effondrer totalement en seulement 5 courtes années au début du XXIe siècle? Ceci n'est pas une simple histoire de faillite. C'est la preuve brutale et implacable que le marché moderne peut broyer un héritage de plusieurs siècles en un battement de cils. L'année 1740. L'Europe est un théâtre d'empires grandissants et de cours fastueuses. À Strasbourg, carrefour commercial et culturel névralgique entre la France et les territoires germaniques, les ruelles pavées résonnent du fracas des charrettes et des cris des marchands. C'est dans ce décor d'effervescence urbaine où les odeurs de malt torréfié et de houblon frais se mêlent au brouillard rhénan que s'écrivent les premières lignes d'une saga industrielle extraordinaire. Un maître brasseur nommé Jean-Melchior Klein, animé par une vision dépassant largement les tavernes de sa cité, pose la première pierre de ce qui deviendra un véritable empire. À cette époque, brasser la bière est un acte de patience et de maîtrise artisanale absolue. Sans électricité, sans réfrigération moderne, chaque tonneau est le fruit d'un combat perpétuel contre les éléments. Mais Klein n'est pas un brasseur ordinaire. Son ambition et la qualité exceptionnelle de sa production attirent rapidement l'attention bien au-delà des frontières de l'Alsace. Dans une société profondément hiérarchisée, le destin d'une entreprise bascule souvent grâce au regard d'un souverain. Et c'est exactement ce qui se produit pour cette modeste installation. L'excellence de cette bière strasbourgeoise parvient jusqu'aux somptueux palais royaux. La brasserie obtient un privilège que des milliers d'artisans convoitent dans leurs rêves les plus fous. Elle devient le fournisseur officiel de la cour. Imaginez le prestige. Nous sommes sous le règne de Louis XV, puis de Louis XVI. Les tonneaux de chêne estampillés de Strasbourg voyagent à travers la France pour abreuver l'élite de la nation et les armées du roi. La brasserie prend alors un nom qui résonne comme une consécration absolue, la brasserie royale. Pendant des décennies, ce titre agit comme un bouclier, une garantie de prospérité économique et une marque d'invincibilité commerciale. Tant que le roi règne, la brasserie prospère. Les cuves en cuivre tournent à plein régime et l'entreprise s'enracine profondément dans le paysage français. Cependant, l'histoire est un fleuve capricieux et souvent d'une violence inouïe. Nous sommes en 1789. L'orage gronde sur la France. La Révolution française éclate, balayant l'ordre ancien avec une brutalité sans précédent. Les privilèges millénaires sont abolis, les têtes couronnées tombent et la guillotine s'érige sur les places publiques au rythme des exécutions. La terreur s'installe. Du jour au lendemain, le titre qui faisait la gloire et la fortune de l'entreprise strasbourgeoise devient sa plus grande menace. S'appeler brasserie royale dans une république naissante qui coupe la tête de ses souverains et traque les sympathisants royalistes n'est plus un avantage. C'est un arrêt de mort pur et simple pour ses propriétaires, une invitation à la confiscation et à la ruine. C'est précisément dans cette atmosphère de chaos que se révèle le génie stratégique et l'instinct de survie de l'entreprise. Face à la furie révolutionnaire, la direction prend une décision radicale, d'une intelligence politique redoutable. En l'espace d'un clin d'œil, les enseignes grandioses sont décrochées. Les symboles monarchiques, les fleurs de lys et les couronnes dorées sont effacés, grattés, détruits. La brasserie royale cesse d'exister pour renaître instantanément sous un nom nouveau, parfaitement aligné avec l'ère du temps. Elle devient la grande brasserie de la patrie. Ce simple changement sémantique d'un cynisme commercial brillant sauve l'entreprise. En adoptant les codes de la Révolution, en devenant la bière des citoyens patriotes plutôt que celle des monarques absolus, la brasserie ne fait pas que survivre au bain de sang. Elle consolide son statut d'institution intouchable. Elle prouve à travers cette manœuvre qu'elle est plus grande,
plus résiliente que les régimes politiques qui gouvernent le pays. C'est sur ces fondations indestructibles, forgées dans le faste de l'Ancien Régime et trempées dans le feu de la Révolution, que la famille Schutzenberger fera plus tard son entrée en scène pour reprendre les rênes. Lorsqu'ils lient définitivement leur nom à la brasserie de la patrie au milieu du 19e siècle, les Schutzenberger ne rachètent pas de simples cuves de fermentation. Ils prennent le contrôle d'un survivant historique mythique. Forts de cet héritage imposant, les nouveaux maîtres des lieux s'apprêtent à franchir un cap monumental. Ils vont littéralement creuser les fondations d'un empire souterrain, propulsant cette institution strasbourgeoise vers son âge d'or industriel. Nous sommes en 1866. L'Europe est en pleine ébullition industrielle, propulsée par la vapeur, le charbon et l'acier. À Strasbourg, la brasserie de la patrie étouffe. Le succès est tel que les murs historiques de la vieille ville, resserrés autour de leurs ruelles étroites, ne peuvent plus contenir l'ambition dévorante de la famille Schutzenberger. Il leur faut de l'espace, beaucoup d'espace, mais surtout, il leur faut résoudre le problème fondamental de la brasserie au XIXe siècle, la maîtrise du froid. À cette époque, la réfrigération artificielle n'existe pas encore. Pour produire des bières de fermentation basse, les fameuses lagers, blondes et limpides qui commencent à conquérir le monde, il faut des températures glaciales tout au long de l'année. Brasser en été est un cauchemar logistique qui mène souvent à la perte de brassins entiers. C'est face à cette impasse technologique que la direction prend une décision d'une audace architecturale folle. Quitter le confort de Strasbourg pour s'installer à Schiltigheim, une petite commune voisine qui va bientôt gagner le surnom de « Cité des brasseurs ». Le choix de Schiltigheim n'est pas un hasard géographique. Le sous-sol y est composé de l'Euss, un limon fin, et de roches propices à l'excavation. Dès leur arrivée, les Schutzenberger ne se contentent pas de bâtir des usines en surface. Ils ordonnent la construction d'un véritable empire souterrain. Des centaines d'ouvriers, armés de pioches, de pelles et d'explosifs, creusent inlassablement la terre. Ils façonnent des kilomètres de galeries voûtées, descendant jusqu'à 12 mètres de profondeur. En surface, le complexe industriel s'étend sur un domaine titanesque de 3 hectares. Mais c'est sous la terre que se trouve le véritable cœur battant de l'entreprise. Ces immenses cathédrales souterraines, isolées de la chaleur estivale par des mètres de roches et de terre, sont remplies de blocs de glace découpés sur les lacs gelés durant l'hiver. Dans ces ténèbres glaciales, des milliers de foudres en chaîne, contenant chacun des centaines de litres de bière, reposent en silence, mûrissant lentement dans une obscurité parfaite. Ce déménagement colossal transforme Schutzenberger. L'entreprise passe du statut de grande brasserie artisanale à celui de véritable titan industriel. Les bâtiments majestueux en briques rouges s'élèvent vers le ciel avec leurs hautes cheminées fumantes, tandis que les entrailles de la terre gardent le secret de leur qualité constante. L'infrastructure est conçue pour l'éternité, bâtie sur la certitude absolue que le monde aura toujours soif de leur bière. Grâce à cet outil industriel parfait, la machine s'emballe. Au fil des décennies, traversant les épreuves du temps et l'intégration des technologies modernes de réfrigération, la brasserie atteint des sommets vertigineux. C'est durant ce XXe siècle triomphant que Schutzenberger franchit une barre mythique, le pic absolu de sa gloire. Une production effarante de 200 000 hectolitres de bière par an. Les chaînes d'embouteillage crachent des millions de flacons. Les camions de livraison se succèdent sans relâche aux portes de l'usine, inondant les cafés, les restaurants et les foyers de toute la région et au-delà. Mais ce qui définit véritablement l'âge d'or de Schutzenberger, ce n'est pas seulement le volume, c'est une culture de l'innovation poussée à son paroxysme. Loin de s'endormir sur ses lauriers et son héritage de fournisseur royal, la brasserie veut être la première en tout. Elle lance sur le marché la Tutz, la toute première bière sans alcool de France, une révolution audacieuse pour l'époque. Plus tard, anticipant les tendances mondiales avec des décennies d'avance, elle crée la première bière issue de l'agriculture biologique. Des bières aux fruits, des bières de saison, la fameuse Jubilator. Le laboratoire de Schiltigheim bouillonne d'idées. Chaque nouveau produit est un succès. Chaque médaille remportée dans les concours internationaux vient gonfler un ego d'entreprise déjà colossal. C'est ici, au sommet de la montagne, que se forge la tension dramatique de notre histoire. Le succès ininterrompu engendre une maladie insidieuse, l'hubris
cet excès d'orgueil qui aveugle les empires. Forts de leur production de 200 000 hectolitres et de leur cave légendaire, les dirigeants se sentent intouchables. La brasserie est perçue non pas comme une entreprise soumise aux lois du marché, mais comme une institution sacrée, un monument impérissable de l'Alsace. Ils sont tellement convaincus de leur supériorité technique et de la noblesse de leur histoire qu'ils commencent à regarder certaines évolutions du marché de haut. Dans les années 1950, par exemple, lorsqu'on leur propose d'investir dans la bière en boîte métallique, la canette, la direction refuse catégoriquement. Pour eux, mettre le noble produit de Schutzenberger dans du métal est une hérésie, une mode passagère sans avenir. Ils ne le savent pas encore, mais c'est exactement cette rigidité, cette fierté inébranlable forgée dans l'âge d'or, qui va se transformer en une armure beaucoup trop lourde à porter. Le monde extérieur est sur le point de changer radicalement, et les immenses caves de Schiltigheim vont bientôt résonner non plus des bruits de l'innovation, mais des échos sourds d'une tempête approchante. Nous approchons de la fin des années 1990. Le monde change à une vitesse vertigineuse, et l'industrie brassicole s'apprête à traverser la mutation la plus violente de son histoire. Jusqu'ici, la bière était une affaire régionale. Chaque ville européenne, chaque région avait ses propres brasseries, ses propres saveurs, protégées par la loyauté locale et les traditions de consommation. Mais le vent de la mondialisation se lève et avec lui, une nouvelle race de prédateurs entre dans l'arène, les conglomérats multinationaux. Des géants aux poches insondables, comme Heineken, AB InBev, ou même le rival historique alsacien Kronenbourg, désormais soutenu par des capitaux internationaux, redessinent impitoyablement les règles du jeu. Ils ne cherchent plus seulement à vendre de la bière, ils veulent monopoliser l'espace. Leurs armes ne sont plus l'artisanat ou le temps de maturation, mais les fusions-acquisitions agressives, les économies d'échelle massive et des budgets marketing colossaux capables d'inonder les écrans de télévision du monde entier. Simultanément, le terrain de bataille se déplace. Historiquement, la brasserie Schutzenberger régnait en maître sur le réseau des CHR, cafés, hôtels, restaurants. La pression au comptoir était le cœur battant de leur modèle économique. Cependant, à l'aube du XXIe siècle, les habitudes des consommateurs basculent radicalement vers la grande distribution. Les supermarchés et les hypermarchés dictent désormais la loi. Dans ces immenses cathédrales de la consommation, la guerre se gagne sur deux fronts très précis, le prix le plus bas possible et une logistique d'une efficacité chirurgicale. Les multinationales excellent dans cet exercice. Elles standardisent le goût, réduisent les temps de fermentation pour accélérer la rotation des cuves et tirent les prix vers le bas avec une force de frappe qu'aucune entreprise régionale ne peut égaler. La bière, jadis produit de terroir et de fierté locale, est transformée par ces titans de l'industrie en une simple commodité, un produit d'appel coté en bourse dont la seule vocation est de satisfaire les exigences trimestrielles des actionnaires. C'est un tsunami silencieux mais destructeur qui s'abat sur l'Europe, engloutissant les brasseries indépendantes, les unes après les autres. Face à ce raz-de-marée, comment réagit la brasserie de la patrie? Elle se tient droite, fière, mais dramatiquement figée. Schutzenberger souffre du pire mal qui puisse frapper une entreprise centenaire. La conviction intime que son prestige historique la protège des lois de la gravité économique. Le modèle familial, qui fut sa plus grande force pendant des décennies, devient soudain son talon d'Achille. La direction refuse de compromettre la qualité. Ils s'obstinent à maintenir de longs temps de garde dans leurs caves historiques, refusant les méthodes industrielles rapides qui dénatureraient, selon eux, l'âme de leurs produits. Ce noble attachement à la tradition est louable sur le plan de l'artisanat, mais sur le plan comptable, c'est un suicide à petit feu. L'orgueil d'un maître brasseur se fracasse contre la froideur implacable des tableaux Excel de la grande distribution. Pire encore, l'infrastructure même de Schutzenberger se retourne contre elle. Le complexe de 3 hectares à Schiltigheim, jadis symbole de leur triomphe absolu, se transforme en un gouffre financier terrifiant. L'entretien de ces immenses bâtiments en briques, la maintenance des kilomètres de galeries souterraines et les coûts énergétiques faramineux pour refroidir ou chauffer des installations vieillissantes pèsent lourdement sur la rentabilité. Schutzenberger se retrouve alors piégé dans la pire des configurations, une zone de la mort industrielle. L'entreprise est devenue trop grande, trop lourde et trop coûteuse pour se repositionner comme une simple brasserie artisanale, craft beer de niche. Mais dans le même temps, elle est infiniment trop petite pour rivaliser sur les prix ou les volumes
avec les ogres multinationaux qui dominent les rayons des supermarchés. La pression monte, l'étau se resserre. Ce n'est plus une question de savoir si la forteresse va vaciller, mais quand. Sans le savoir, alors que la décennie s'achève, l'entreprise vient de s'engager sur une pente fatale, entrant dans une phase de déclin où chaque erreur de calcul va coûter des millions et où l'hémorragie financière va devenir impossible à endiguer. Les années 2000 s'ouvrent non pas comme une ère de renouveau pour Schutzenberger, mais comme le début d'un long et glacial hiver industriel. Ce qui n'était au départ qu'une inquiétude sourde face à la concurrence internationale impitoyable se transforme rapidement en une réalité mathématique brutale. Les bilans comptables de l'entreprise, autrefois florissants et source de fierté régionale, commencent à raconter l'histoire d'une agonie silencieuse, ligne rouge après ligne rouge. L'empire souterrain, jadis symbole de puissance absolue et d'ingéniosité technique, devient peu à peu la prison étouffante de ses propres créateurs. Le chiffre d'affaires entame une chute libre, cauchemardesque. De 15 millions d'euros à la fin des années 90, ils font pour atteindre péniblement les 10 millions. Mais l'indicateur le plus terrifiant, celui qui fait littéralement trembler les murs de briques rouges de la brasserie, c'est le volume physique de production. La barre mythique des 200 000 hectolitres n'est plus qu'un lointain mirage, un souvenir de l'âge d'or que les anciens racontent aux nouveaux avec nostalgie. En ce début de millénaire, la production s'effondre dramatiquement pour franchir le seuil critique des 80 000 hectolitres. Le cœur de la machine s'enraye. Plus de la moitié des immenses cuves de fermentation, des monstres de cuivre et d'acier inoxydable, conçus pour rugir jour et nuit, sont désormais vides. Dans les vastes caves de garde souterraines, le murmure constant de la bière en maturation laisse place au bruit sinistre et résonnant des gouttes d'eau de condensation tombant sur le béton froid. L'infrastructure colossale de Schiltigheim, qui faisait la gloire inébranlable de la cité des brasseurs, se retourne telle une bête affamée contre ses maîtres. Un domaine industriel complexe de 3 hectares ne peut pas simplement être mis en veille. Il exige d'être nourri quotidiennement. Les kilomètres de canalisation, les pompes surdimensionnées, les systèmes de réfrigération géants et les bâtiments monumentaux demandent un entretien constant et dévorent une énergie astronomique, même à mi-régime. Les coûts fixes, rigides et pensés pour soutenir une production maximale restent désespérément identiques, tandis que les revenus s'évaporent à vue d'œil. Chaque hectolitre de bière brassée coûte désormais infiniment plus cher à produire, créant une équation économique mortelle qui ronge les dernières réserves financières de la société. C'est le paradoxe tragique des grands empires industriels. Leur taille majestueuse, leur inertie qui les protégeait autrefois des vents contraires, devient exactement le poids de plomb qui les entraîne irrémédiablement vers les abysses lorsqu'ils commencent à couler. Au cœur de ce naufrage lent et silencieux, une tragédie psychologique se noue à huis clos dans les bureaux de la direction. Face à l'hémorragie financière continue, le déni s'installe. C'est une réaction profondément humaine, presque universelle dans l'histoire des grandes faillites de lignées familiales. Comment accepter, après plus de 2 siècles et demi de succès ininterrompu, que l'œuvre de plusieurs générations soit en train de mourir sous sa propre garde? Comment admettre qu'un nom gravé dans la pierre depuis l'époque du roi Louis XV n'a plus sa place sur les étagères des supermarchés modernes? La direction tente, par tous les moyens, de colmater les brèches béantes de la coque. Des plans de restructuration sont esquissés en urgence, des secteurs entiers de l'usine sont condamnés et plongés dans l'obscurité totale pour économiser l'électricité, et les lignes de crédit bancaire sont étirées jusqu'à la limite absolue du soutenable. On cherche désespérément de nouveaux investisseurs, des partenariats miracles ou une soudaine inversion des tendances de consommation pour faire renaître la magie des décennies passées. Mais le marché mondialisé de la bière des années 2000, dominé par une guerre des prix sanglante orchestrée par les multinationales, est totalement sourd au romantisme historique. Il n'offre ni indulgence, ni délai de grâce, ni seconde chance aux entreprises devenues trop lentes. Pendant ce temps, sur le terrain de l'usine, la réalité est vécue dans la chair par le dernier carré d'ouvriers. Les plans sociaux successifs et les départs non remplacés font fondre les effectifs. Ils ne sont bientôt plus que 69 salariés à arpenter les couloirs sans fin de la brasserie. 69 hommes et femmes, figures presque fantomatiques, qui errent dans un espace monumental conçu pour en accueillir des centaines. Le silence gagne inexorablement du terrain, engloutissant des ateliers jadis bouillonnants de vie.
Le fracas mécanique des chaînes d'embouteillage, qui rythmait autrefois le pouls de la ville entière, devient rare, sporadique, presque hésitant. Pourtant, ces 69 derniers travailleurs continuent de se lever à l'aube. Beaucoup sont issus de familles ayant servi Schutzenberger de père en fils, portant l'entreprise non pas comme un simple emploi, mais comme un héritage génétique. Malgré l'angoisse grandissante du lendemain et les rumeurs de faillite qui bruissent dans la ville, ils vérifient les températures de fermentation avec la même précision clinique. Ils nettoient les sols avec la même ferveur. Ils goûtent à la bière avec le même respect absolu pour le produit. Ils agissent comme l'équipage fidèle et désespéré d'un cuirassé majestueux, continuant de briquer le pont avec une dignité poignante, alors que la ligne de flottaison est déjà engloutie par les flots. Mais la loyauté, aussi pure soit-elle, ne paie pas les factures. La trésorerie s'assèche, les fournisseurs impayés perdent patience, et les banques ferment définitivement les vannes du crédit. L'entreprise est exsangue, à bout de souffle. Le chapitre de la survie s'achève douloureusement, ouvrant la porte à l'année fatidique de 2005 et à la foudre judiciaire qui s'apprête à s'abattre sur Schiltigheim. L'automne 2005 s'installe sur l'Alsace, apportant avec lui un froid qui semble pénétrer jusqu'aux fondations même de la brasserie. L'hémorragie financière, d'abord silencieuse, est devenue un gouffre béant qu'il est désormais impossible de dissimuler. Les banques, autrefois partenaires fiers de s'associer à un nom si prestigieux, ont définitivement coupé les vivres. Les fournisseurs de malt, de houblon et de bouteilles en verre exigent désormais des paiements comptants avant toute livraison. La trésorerie est totalement asséchée. Le 31 octobre 2005, la réalité rattrape brutalement l'histoire. La brasserie Schutzenberger est officiellement placée en redressement judiciaire par la Chambre commerciale du tribunal de Strasbourg. C'est un changement de paradigme d'une violence inouïe. Du jour au lendemain, le pouvoir échappe aux mains de ceux qui connaissent la bière, pour tomber dans celles de ceux qui ne lisent que les chiffres. Des administrateurs judiciaires, vêtus de costumes stricts et armés de mallettes de cuir, remplacent les maîtres brasseurs dans les couloirs de la direction. Leur mission n'est pas de préserver un patrimoine culturel, ni de sauver une recette ancestrale. Leur unique mandat légal est d'évaluer si l'entité économique est viable ou si elle doit être démantelée pour payer ses créanciers. Le contraste est glaçant. L'odeur chaude et vivante de la levure et du grain torréfié se heurte à la froideur clinique des audits financiers. Pourtant, au milieu de ce désastre annoncé, une lueur de résistance s'allume. Elle prend les traits de Marie-Lorraine Müller, l'une des héritières directes de l'Empire. Elle n'est pas une brasseuse traditionnelle couverte de poussière de malt. C'est une intellectuelle, titulaire d'un doctorat, passée par la prestigieuse université de Stanford. Confrontée à la disparition imminente de l'héritage de ses ancêtres, elle se jette dans la bataille avec l'énergie du désespoir. Elle refuse d'accepter que l'histoire de la brasserie de la patrie, qui a survécu à la terreur révolutionnaire de 1789 et au bombardement des deux guerres mondiales, s'achève misérablement sur le bureau d'un comptable. Marie-Lorraine Müller tente l'impossible. Elle cherche frénétiquement des investisseurs providentiels, des repreneurs capables de comprendre la valeur de la marque. Elle élabore des plans de restructuration d'urgence, cherchant à alléger la structure tout en préservant l'âme de Schutzenberger. Elle tente de convaincre les instances locales et nationales que laisser mourir un tel fleuron industriel serait une amputation inacceptable pour le patrimoine gastronomique français. Mais le marché est impitoyable. Les repreneurs potentiels défilent, visitent les impressionnantes caves voûtées, examinent les installations de Schiltigheim et reculent tous les uns après les autres. Le fardeau est trop lourd. Reprendre Schutzenberger, c'est hériter d'un passif colossal, de dettes asphyxiantes et d'un outil industriel de 3 hectares totalement inadapté aux standards de rentabilité du XXIe siècle. Alors que l'hiver 2005 cède la place au premier jour du printemps 2006, la tension au sein de l'usine atteint son point de rupture. Pour les derniers employés qui maintiennent encore les machines en état de marche, l'angoisse de l'attente est devenue insupportable. L'incertitude ronge le moral des équipes. Ils voient les cuves se vider, le stock de matières premières fondre et comprennent que sans repreneur, leur destin est scellé. C'est dans ce climat d'extrême détresse que la colère et le chagrin explosent. Au début de l'année 2006, un mouvement de grève éclate. Mais ce n'est pas une grève classique, nourrie par des revendications salariales
ou une lutte des classes contre un patronat cupide. C'est le cri de douleur d'un corps social à l'agonie. C'est une manifestation de désespoir, une ultime supplique adressée à l'État et au pouvoir public pour qu'un miracle se produise. Devant les grilles centenaires de l'usine, sous les caméras de la presse régionale, des hommes rudes, habitués au travail physique harassant des caves, laissent couler leurs larmes. Ils ne pleurent pas seulement pour leur salaire, ils pleurent pour la perte d'une identité, pour la mort imminente de leur seconde maison. Mais la justice commerciale ne connaît pas les sentiments. Elle ne juge pas l'histoire, elle constate les bilans. Et les bilans de Schutzenberger sont au-delà de toute rédemption. La période d'observation accordée par le tribunal s'achève sans qu'aucune offre de reprise crédible, solide et financée ne soit déposée sur la table. Les dettes accumulées sont telles qu'aucune équation mathématique ne peut justifier la poursuite de l'activité. Nous sommes le 19 avril 2006. Le ciel de Strasbourg est indifférent au drame qui se joue dans l'une des salles d'audience du tribunal de commerce. Les magistrats examinent le dossier pour la dernière fois. Il n'y a plus de débat, plus de plaidoirie enflammée possible. Les faits sont têtus et définitifs. Le président du tribunal prend la parole dans un silence de cathédrale. Les mots prononcés sont tranchants comme une lame de guillotine. Le tribunal prononce la liquidation judiciaire pure et simple de la brasserie Schutzenberger. Le marteau s'abat, scellant juridiquement le destin d'un géant. En une fraction de seconde, par une simple signature, au bas d'un document légal, l'entité corporative qui avait désaltéré les rois de France, accompagné les soldats de la République et innové pendant plus de 2 siècles et demi, cesse officiellement d'exister. La protection de la loi s'évanouit, laissant place à la phase finale de démantèlement. Il n'y a plus de recours, plus d'espoir de sauvetage de dernière minute. La machinerie est morte sur le papier, il ne reste plus qu'à éteindre physiquement les lumières. La mécanique implacable de la liquidation judiciaire s'est mise en marche, et avec elle, le compte à rebours le plus douloureux de l'histoire de Schiltigheim. Nous sommes en mai 2006. Dans les immenses couloirs de la brasserie Schutzenberger, l'atmosphère est lourde, presque irrespirable. Il ne s'agit plus de bilan comptable, de parts de marché, de stratégie de redressement ou de querelles d'actionnaires. Il s'agit désormais de vie humaine, de destin brisé net par la réalité froide d'un tribunal de commerce. Pour les 69 derniers salariés encore en poste, l'équipage fantôme de ce navire en perdition, chaque jour qui passe est une marche funèbre vers une fin inéluctable. Pour comprendre la profondeur viscérale de ce drame, il faut saisir ce que représentait le fait de travailler chez Schutzenberger. Ce n'était pas une simple usine où l'on pointait à l'aube pour repartir au crépuscule, échangeant son temps contre un salaire. C'était une institution, un clan, une famille au sens le plus brut du terme. Parmi ces 69 hommes et femmes, beaucoup incarnèrent la 3e, voire la 4e génération de leur lignée à arpenter ces mêmes caves voûtées. Leurs pères et leurs grands-pères avaient transpiré devant ces mêmes cuves en cuivre, avaient roulé ces mêmes foudres de chêne dans la pénombre. Leur sang, leur sueur, leur fierté et leur identité entière étaient intimement liés à la levure et au malt de cet endroit. Se voir signifier la fin de cette lignée ouvrière centenaire, c'est comme se voir amputé d'une partie de son âme. Arrêter une brasserie de cette envergure n'a d'ailleurs rien à voir avec le fait de fermer une usine d'assemblage de pièces métalliques ou d'éteindre des ordinateurs dans un plateau de bureau. Une brasserie est, par essence, un organisme vivant. La bière naît de la fermentation, un processus biologique actif, chaud, qui respire, qui bulle et qui bouillonne. L'usine elle-même est traversée par un battement de cœur constant et mécanique, le bourdonnement sourd des pompes géantes, le sifflement strident de la vapeur sous pression, le cliquetis frénétique des chaînes d'embouteillage, le souffle de l'air glacé pulsé dans les kilomètres de galeries souterraines. Demandez à ces maîtres brasseurs, à ces techniciens de maintenance, de procéder à l'extinction progressive et ordonnée de ces machines, c'était leur demander de commettre l'impensable. C'était les forcer à euthanasier de leurs propres mains la bête majestueuse qu'ils avaient nourrie et soignée toute leur vie. Dans les semaines précédant la fermeture définitive, les gestes se font de plus en plus lents. Le silence, tel un prédateur patient, commence à ronger l'espace. Les lignes de production sont arrêtées une à une, définitivement débranchées. Les cuves de fermentation, vidées de leur précieux liquide ambré,
sont nettoyés pour la toute dernière fois, l'eau de rinçage résonnant lugubrement contre les parois d'acier inoxydable désormais inutiles. Les vestiaires, autrefois des lieux de vie bruyants, emplis de rires, d'éclats de voix rocailleuses en dialecte alsacien et de camaraderie rugueuse, deviennent des sanctuaires de deuil silencieux. Les ouvriers y vident lentement des casiers métalliques usés, emportant avec eux des décennies de souvenirs de labeur. Et puis vient le jour final, le 12 juin 2006, une date gravée au fer rouge dans la mémoire industrielle de la région. Le ciel au-dessus de Schiltigheim semble partager la gravité étouffante de l'instant. Ce matin-là, il n'y a plus rien à produire, plus un seul camion à charger sur les quais, plus aucun brassin à surveiller sur les cadrans de contrôle. Les administrateurs judiciaires, visages fermés, sont présents pour s'assurer que la remise des clés et l'évacuation des lieux se font dans le respect strict et ordonné de la loi. Pour les ouvriers, c'est le moment de la dernière coulée, non pas de bière mais de larmes. Dans la cour d'honneur de cette forteresse de briques rouges de 3 hectares, les 69 derniers gardiens du temple se rassemblent une ultime fois. Des hommes aux épaules larges, aux mains calleuses, durcis par des années de labeur dans l'humidité mordante des caves, s'étreignent en pleurant à chaudes larmes devant les objectifs pudiques des quelques journalistes locaux venus couvrir la mise à mort de l'entreprise. Ils se disent adieu, non seulement entre collègues de longue date, mais adieu à un métier, à un savoir-faire, à une routine qui structurait leur existence entière. Il y a un détail poignant, presque mythologique, qui hante ces derniers instants. Dans les entrailles froides de l'usine, un ultime brassin, une dernière cuvée inachevée en cours de maturation, aurait été laissé à l'abandon dans les cuves, incapable d'être filtré et mis en bouteille avant le couperet juridique de la liquidation. Une métaphore liquide, amère et parfaite, d'un immense potentiel gâché, d'une histoire glorieuse brutalement interrompue au milieu d'une phrase. Que ce brassin ait été jeté aux égouts ou laissé à pourrir dans l'obscurité, il cristallise le sentiment de désespoir absolu qui enveloppe le site ce jour-là. À 16 heures précises, les lourdes grilles en fer forgées de la brasserie de la Patrie se referment dans un grincement sinistre qui résonne dans toute la rue. Les lourds cadenas sont posés, les scellés de la justice sont apposés sur les portes. En une fraction de seconde, le cordon ombilical est coupé net. Les 69 salariés se retrouvent sur le trottoir, de l'autre côté de la grille, soudain expulsés, devenus des étrangers devant la maison qui les a vus grandir et vieillir. Ce qui frappe le plus, dans les heures et les jours qui suivent ce funeste 12 juin 2006, c'est le silence. Un silence assourdissant, anormal, pesant, presque monstrueux pour les habitants du quartier. Pendant 266 ans, jour et nuit, à travers les révolutions, les guerres, les crises et les tempêtes, cette parcelle de terre avait vibré, fumé, grondé. L'air sentait perpétuellement le houblon chaud. Désormais, plus un bruit ne s'échappe des immenses cheminées de briques. Dans les ténèbres absolues, à 12 mètres de profondeur, là où les rois de France puisaient autrefois leur boisson, le froid artificiel disparaît lentement, laissant l'humidité et la terre reprendre leurs droits. Le cœur mécanique de Schutzenberger a cessé de battre. Le gigantesque empire souterrain n'est plus qu'une immense crypte inviolée. La chute d'un géant industriel ne se limite jamais aux seules grilles de son usine. Telle une onde de choc sismique, l'effondrement de la brasserie de la Patrie franchit rapidement les frontières industrielles de Schiltigheim pour venir frapper le cœur même de la capitale alsacienne. Car Schutzenberger n'était pas seulement une usine de production de bière isolée, c'était un véritable empire immobilier et commercial dont les ramifications s'étendaient dans chaque rue, chaque quartier, intimement tissé dans la trame urbaine, sociale et festive de Strasbourg. À la fin des années 1990, dans un sursaut d'orgueil monumental visant à réaffirmer sa suprématie face aux multinationales grandissantes, la direction avait pris un pari financier colossal. Elle avait investi près de 40 millions de francs de l'époque pour rénover sa vitrine la plus prestigieuse, le célèbre bar-restaurant, le Schutzenberger, idéalement situé sur la place Kléber, l'épicentre absolu et le carrefour historique de Strasbourg. Confiée au célèbre architecte contemporain Jean Nouvel, cette rénovation pharaonique devait propulser la marque dans le XXIe siècle.
Avec son architecture audacieuse, ses jeux de lumière complexes, ses façades de verre et d'acier, cet établissement n'était plus une simple brasserie traditionnelle. Il était conçu comme un temple ultra-moderne, un palais étincelant dédié à la gloire et à la puissance intouchable de la marque. Mais l'histoire de l'économie est cruelle, et la liquidation judiciaire de 2006 ne fait aucune distinction sentimentale ou esthétique entre les cuves d'acier rouillées de l'usine et le luxe tapageur de la place Kléber. Le couperet de la justice s'abat avec la même indifférence mathématique. La fermeture soudaine du vaisseau amiral de la place Kléber provoque un véritable électrochoc dans la population. Du jour au lendemain, les lumières de ce bâtiment majestueux s'éteignent. Les terrasses tentaculaires, autrefois bondées d'étudiants, de cadres, de familles et de touristes, sont brutalement désertées. Les portes vitrées immenses sont verrouillées de l'intérieur, les chaises empilées dans une obscurité cadavérique. Pour les Strasbourgeois, c'est le choc visuel par excellence. La mort de Schutzenberger n'est plus un concept abstrait relégué aux pages économiques ou judiciaires des journaux locaux. Elle est là, concrète, béante, dressant sa silhouette vide au beau milieu de la place la plus fréquentée de la ville. Et ce n'est malheureusement que la pointe visible du désastre. En coulisses, ce sont des dizaines de cafés, de brasseries de quartier et de restaurants typiques appartenant en propre aux groupes qui subissent le même sort d'un trait de plume. Les liquidateurs ferment les robinets, plongeant des rues entières, autrefois animées par la convivialité alsacienne, dans un silence de plomb. Après la stupeur de la fermeture soudaine, vient l'heure froide, méthodique et administrative du démembrement. C'est la phase la plus violente, la plus psychologiquement dévastatrice de toute liquidation judiciaire. La transformation d'un patrimoine historique, culturel et affectif en une simple liste d'actifs à liquider d'urgence pour satisfaire les créanciers. Le tribunal mandate des commissaires-priseurs et l'empire Schutzenberger, riche de 266 ans d'histoire, est découpé en lots, numéroté sur des étiquettes autocollantes et jeté en pâture aux enchères publiques. Ce qui se déroule alors dans les semaines et les mois qui suivent est un spectacle d'une tristesse absolue pour les amoureux du patrimoine industriel. Des objets qui incarnaient des décennies de tradition, de fierté ouvrière et de savoir-faire régional se retrouvent soudainement évalués au rabais, vendus aux plus offrants comme de vulgaires rebuts. Les imposantes enseignes lumineuses au lettrage si caractéristique, les miroirs anciens gravés aux armoiries de la marque, les comptoirs massifs en zinc polis par des générations de coudes, et même les simples chaises de bistrot sont arrachées de leur contexte d'origine et dispersées aux quatre vents. Les enchères publiques attirent une foule paradoxale et hétéroclite. S'y croisent des collectionneurs nostalgiques cherchant désespérément à sauver un ultime morceau de leur histoire locale. D'anciens employés les larmes aux yeux tentant de racheter un outil ou un vestige de leur vie de labeur pour une poignée d'euros, mais surtout des ferrailleurs, des marchands de biens et des liquidateurs professionnels, parfaitement indifférents à l'âme des objets qu'ils acquièrent. L'humiliation est totale et systématique. Des centaines de milliers de verres à bière, vierges ou estampillés du logo familier, sont vendus par palettes entières à des prix dérisoires. Les mythiques foudres de chêne massif, qui reposaient dans le silence majestueux des caves de Schiltigheim et qui avaient donné leur goût unique et leur robe ambrée à la bière pendant des décennies, sont sortis de leur sommeil souterrain pour être vendus comme de simples éléments de décoration rustique pour des particuliers ou d'autres vignobles. Dans l'usine elle-même, la scène prend des allures de charognage industriel. L'équipement de pointe, des machines d'embouteillage complexes aux imposantes cuves de brassage, est démantelé, souvent découpé au chalumeau pour en faciliter l'extraction, et expédié vers d'autres brasseries concurrentes, à l'autre bout de l'Europe ou dans des pays émergents. La brasserie de la patrie est littéralement vampirisée de l'intérieur, vidée de sa substance technique jusqu'au dernier écrou d'acier. Cet éparpillement physique massif signe l'effacement méthodique, presque effrayant, de la marque dans l'espace public urbain. Chaque enseigne prestigieuse démontée de la façade d'un bistrot de quartier, chaque verre gravé dispersé, chaque cuve de cuivre revendue au poids du métal représente une victoire définitive de l'oubli sur l'histoire. En l'espace de quelques mois fulgurants, la présence majestueuse et séculaire de Schutzenberger, qui régnait fièrement sur les devantures de toute la région Alsace,
est effacé de la mémoire visuelle. Les palais sont vides. L'outil industriel est en miettes. La marque, jadis omnipotente, est réduite à l'état de fantôme urbain, laissant derrière elle une coquille vide monumentale de 3 hectares, préparant le terrain glacé pour la bataille désespérée et finalement tragique que va livrer sa dernière héritière. La liquidation judiciaire de 2006 a peut-être prononcé la mort économique et physique de la brasserie de la patrie, mais elle n'a pas réussi à éteindre le feu de la résistance. Alors que l'usine de Schiltigheim est plongée dans un silence glacial, que ses machines sont démantelées au chalumeau et que les enseignes de la marque disparaissent des rues de Strasbourg, une silhouette solitaire se dresse au milieu des décombres. Marie-Lorraine Müller, l'une des dernières descendantes directes de la lignée fondatrice, refuse catégoriquement d'assister passivement à l'effacement de 266 ans d'histoire familiale. Pour elle, Schutzenberger n'est pas un simple actif financier liquidé par un tribunal. C'est un héritage sanguin, un devoir mémoriel absolu. Le complexe industriel de 3 hectares, autrefois bouillonnant de vie, s'est transformé en un immense vaisseau fantôme, hanté par les souvenirs d'une gloire passée. La nature commence lentement à reprendre ses droits sur la brique rouge et l'acier rouillé. Pourtant, dans les coulisses des tribunaux, loin du regard du grand public, Marie-Lorraine entame une guerre juridique d'usure, d'une âpreté exceptionnelle. De 2006 à 2012, pendant 6 longues années de traversée du désert, elle se bat avec l'énergie du désespoir. Son objectif n'est plus de sauver les murs, c'est déjà impossible, mais de sauver l'âme de l'entreprise. Le nom, l'identité visuelle, les marques déposées et les précieuses recettes ancestrales. Face à des liquidateurs pressés de tout monnayer et à des investisseurs vautours cherchant à racheter la propriété intellectuelle pour une bouchée de pain, elle épuise ses propres ressources financières et nerveuses. Elle navigue dans un labyrinthe de procédures, de recours et d'appels, animée par une conviction presque irrationnelle. Tant que le nom Schutzenberger lui appartient, la brasserie n'est pas tout à fait morte. Ce combat solitaire prend une dimension presque tragique. C'est la lutte d'un individu isolé contre l'irréversibilité du temps et la cruauté du capitalisme moderne. En 2012, au terme d'une bataille judiciaire épuisante, elle remporte enfin une victoire capitale. Le tribunal lui accorde les droits exclusifs sur les marques historiques de la brasserie. C'est un triomphe juridique incontestable, mais c'est une victoire au goût de cendre. Car posséder la recette d'une bière sans posséder l'usine pour la brasser revient à détenir la carte d'un trésor qui a déjà été englouti par les flots. L'année 2013 marque un tournant qui semble, l'espace d'un instant fugace, défier la fatalité industrielle. Armée de ses droits fraîchement reconnus, Marie-Lorraine Müller orchestre ce que beaucoup considèrent comme un miracle, le retour de Schutzenberger sur le marché. En avril de cette année-là, les Alsaciens, stupéfaits, voient réapparaître sur les étagères de leur supermarché la fameuse Jubilator, la bière emblématique qui avait fait la légende de la maison. La bouteille, l'étiquette, le goût, tout est là. C'est un choc émotionnel massif pour la région, une bouffée de nostalgie inespérée. Mais derrière cette façade de renaissance triomphante se cache une vérité infiniment plus douloureuse, le stigmate persistant de la faillite de 2006. Cette nouvelle Jubilator porte bien le nom de Schutzenberger, mais elle n'est plus brassée à Schiltigheim. Le gigantesque empire souterrain de 3 hectares demeure désespérément vide, froid et silencieux. Pour relancer la production, Marie-Lorraine a dû se résoudre au compromis le plus cruel pour une héritière de son rang. Faire sous-traiter la fabrication à une autre brasserie, la brasserie de Saverne. C'est une bière orpheline, née loin du ventre de sa mère, privée des légendaires foudres de chêne et des caves de maturation souterraines qui faisaient autrefois son identité profonde. Cette réalité est une blessure ouverte pour Marie-Lorraine. C'est pourquoi, portée par le succès commercial initial de ce retour, elle formule en 2014 une promesse d'une audace folle, un serment qui résonne comme un ultime défi lancé à l'histoire. Elle annonce publiquement son intention de réhabiliter le site historique de Schiltigheim. Son plan est pharaonique, trouver de nouveaux partenaires financiers, rénover une partie des bâtiments en ruine, moderniser les installations et rallumer les chaudières pour que la bière coule à nouveau sur son sol natal d'ici 2016. Pour les anciens ouvriers, pour les passionnés du patrimoine
Et pour Marie-Lorraine elle-même, c'est l'espoir d'une rédemption totale. Le projet cristallise l'idée romantique qu'à force de volonté humaine, on peut inverser le cours impitoyable de la destruction industrielle. On se met à rêver d'entendre à nouveau le bourdonnement des pompes et de sentir l'odeur du malt torréfié flotter sur la cité des brasseurs. Mais l'espoir est une chimère dangereuse lorsqu'elle se heurte aux lois inflexibles de l'économie. La réhabilitation d'une friche industrielle de cette ampleur nécessite des dizaines de millions d'euros, une somme astronomique que l'enthousiasme seul ne peut réunir. Le compte à rebours vers 2016 est lancé, mais le fantôme de l'usine, avec ses murs décrépits et son silence oppressant, semble déjà connaître l'issue tragique de cette ultime croisade. L'année 2016 devait être celle de la résurrection. C'était l'horizon fixé, la ligne d'arrivée de cette longue marche dans le désert, entamée 10 ans plus tôt lors de la liquidation. Sur le papier, dans les communiqués de presse et dans les espoirs des habitants de Schiltigheim, la cité des brasseurs s'apprêtait à entendre de nouveau le grondement des chaudières. Mais la réalité physique du terrain, glaçante et têtue, raconte une toute autre histoire. L'automne 2016 s'installe sur l'Alsace, et aucune fumée ne s'échappe des hautes cheminées de briques rouges. Les immenses portes de la brasserie restent désespérément closes, scellées par la rouille et le temps. Pendant des années, le site de la brasserie de la Patrie avait bénéficié d'une protection ambiguë. En 2008, une partie des installations, notamment la majestueuse salle de brassage et certaines caves voûtées, avaient été inscrites à l'inventaire des monuments historiques. Cette reconnaissance patrimoniale, bien que prestigieuse, s'est rapidement transformée en un cadeau empoisonné. Être classé monument historique empêche certes la destruction totale par des promoteurs immobiliers avides d'espaces urbains, mais cela fige également le bâtiment dans le formol. Toute tentative de rénovation ou d'adaptation industrielle devient un cauchemar administratif, exigeant des validations complexes et des budgets exorbitants. La brasserie n'est plus une usine vivante. Elle a été juridiquement transformée en un somptueux mausolée, un musée silencieux à ciel ouvert que personne n'a les moyens d'entretenir. Cependant, le coup de grâce définitif, celui qui va sceller à jamais le destin de Schutzenberger, ne viendra ni d'un tribunal de commerce, ni d'un conseil d'administration. Il viendra de la fragilité inhérente à la condition humaine. Marie-Lorraine Müller, l'héritière indomptable, celle qui portait l'âme de l'entreprise à bout de bras depuis une décennie, mène en secret un autre combat, bien plus intime et infiniment plus cruel. Loin des batailles juridiques pour les droits des marques ou des négociations tendues avec de potentiels investisseurs, elle lutte contre une maladie foudroyante. Le corps, épuisé par des années de stress ininterrompu, de nuits sans sommeil et d'une dévotion totale à la cause familiale, finit par céder. Le 25 octobre 2016, la nouvelle tombe avec la brutalité d'un couperet, figeant la région dans la stupeur. Marie-Lorraine Müller s'éteint tragiquement à l'âge de seulement 49 ans. La mort de Marie-Lorraine n'est pas seulement un drame familial d'une tristesse absolue. C'est un événement cataclysmique pour l'histoire industrielle de l'Alsace. Avec son dernier souffle s'envole l'unique étincelle de vie qui maintenait encore l'illusion d'une renaissance. Elle était la gardienne du temple, la seule personne dont la volonté acharnée pouvait encore faire le pont entre le passé glorieux de 1740 et un hypothétique avenir. Sa disparition brutale décapite instantanément le projet de réhabilitation de l'usine historique. Il n'y a plus de repreneur providentiel, plus de voix pour défendre l'héritage devant les tribunaux, plus de force motrice pour porter la lourde croix de cette relance impossible. Du jour au lendemain, l'immense complexe de 3 hectares à Schiltigheim cesse d'être un projet en devenir pour redevenir ce qu'il était en réalité depuis 2006, une carcasse vide. Les ronces continuent leur lente ascension le long des murs de briques rouges. Les kilomètres de galeries souterraines, creusées au XIXe siècle à la sueur du front de centaines d'ouvriers pour abriter des millions de litres de bière, sombrent définitivement dans les ténèbres et l'humidité. Les cuves en cuivre restantes, figées dans la pénombre, prennent la poussière comme les reliques d'une civilisation disparue. Le contraste est vertigineux, presque insoutenable. Comment réaliser que cette entité commerciale titanesque, qui a abreuvé les armées du roi Louis XV, qui a survécu à la fureur de la Révolution française, à l'effondrement des empires, et qui a traversé intact les bombardements dévastateurs des 2 guerres mondiales,
a fini par rendre les armes au début du XXIe siècle? L'histoire de la brasserie de la patrie s'achève ici, non pas dans un éclat de gloire ou dans le bruit des canons, mais dans le silence glacial d'une chambre d'hôpital et la lente désintégration de la brique. Elle laisse derrière elle un vide béant, au cœur de la ville, une cicatrice urbaine colossale qui rappelle quotidiennement aux passants une leçon amère. Dans le monde impitoyable de l'industrie moderne, l'héritage, aussi noble et ancien soit-il, ne pèse rien face à la cruauté des chiffres et à la marche inéluctable du temps. L'empire souterrain s'est endormi pour l'éternité, emportant avec lui le secret de ses grands brassins et la mémoire d'une lignée qui s'est battue jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans les rues de Schiltigheim, la cité des brasseurs porte encore les lourdes cicatrices de cette époque révolue. Les immenses façades de briques rouges de la brasserie de la patrie Schutzenberger sont toujours là, figées dans un silence de cathédrale. Elles se dressent majestueusement comme les pierres tombales d'un empire industriel qui a cru, à tort, que son passé glorieux suffirait éternellement à garantir son avenir. L'effondrement de cette dynastie de 266 ans nous laisse une leçon économique brutale, totalement dénuée de romantisme. Dans la mécanique impitoyable du capitalisme moderne, l'héritage n'est pas un bouclier. La tradition, aussi noble et ancienne soit-elle, se transforme en un poids mort fatal si elle refuse ou tarde à s'adapter au vent violent de la mondialisation. Schutzenberger n'a pas été tuée par une bière de mauvaise qualité, ni par un manque d'engagement de ses artisans. Elle a été broyée par son inertie, par son incapacité structurelle à faire pivoter un modèle économique devenu obsolète face à des léviathans multinationaux, agiles et sans pitié. Mais au-delà de la froideur des bilans comptables, des marteaux de justice et de la guerre des prix, cette tragédie reste profondément humaine. C'est l'histoire de ces 69 derniers ouvriers, dépossédés de leur outil de travail et de leur identité du jour au lendemain. C'est le sacrifice poignant de Marie-Lorraine Müller qui a consumé ses dernières forces vitales pour défendre le fantôme d'un nom de famille. Leur dévouement absolu nous rappelle une vérité fondamentale. Derrière chaque ligne d'un rapport financier, il y a le sang, la sueur et la vie d'hommes et de femmes qui forgent la véritable âme d'une entreprise. La bière des rois de France ne coule plus depuis longtemps dans les profondeurs de l'Alsace, mais son mythe, lui, refuse de s'éteindre totalement dans la mémoire collective. Si cette plongée au cœur des rouages impitoyables de l'histoire industrielle vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime sur cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous qu'une entreprise vieille de plusieurs siècles puisse survivre aujourd'hui sans trahir son âme originelle? Merci de nous avoir accompagnés dans ces ruines du passé. Nous nous retrouvons très bientôt pour déchiffrer la chute d'un autre géant de notre monde.